signatures, on les a. Ah, mes chers compatriotes, mes chers amis, quel soulagement! Quel soulagement pour nous tous! Depuis mardi et la libération des signatures. Nous voici donc dans ce printemps de la présidentielle que représente ma véritable entrée en campagne. Printemps de la présidentielle qui annonce ce printemps de la France qui viendra bientôt libérer le peuple français des chaînes du renoncement qui l'entrave depuis trop longtemps. Alors, c'est à vos côtés, avec vous, que je fête ce merveilleux moment de mars. Et c'est à vos côtés, avec vous, que j'exprime ma vision de la France. Oui, mes chers compatriotes, nous avons une mission essentielle. Remettre la France dans le droit chemin. Et remettre la France dans le droit chemin, c'est d'abord s'opposer à la culture délétère de la gauche affairiste. Oh, je la connais, la gauche. Je l'ai combattue aussi avec Steve Briouat, qui est présent dans cette salle. Nous l'avons combattue, cette gauche corrompue, voleuse. Oh, ce jour est bien choisi, le jour où M. Guérini et M. Navarro ont vu enfin lever leur immunité parlementaire. Enfin! Mais est-ce qu'il y a vraiment un hasard? L'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, tiens, comme par hasard, les trois fédérations peut-être les plus corrompues et comme par hasard, les trois fédérations socialistes les plus puissantes. Mais voilà l'explication, mes chers amis. Voilà l'explication de leur puissance. Le clientélisme, la corruption, le vol des populations modestes. Dans le Pas-de-Calais, où nous nous battons, des pauvres gens qui sont de plus en plus nombreux à faire la queue devant les restos du cœur, devant l'épicerie solidaire, et pendant ce temps-là, ces élus socialistes qui volaient dans la caisse, ces élus socialistes qui leur faisaient peser sur eux le poids de la corruption. Parce que, ne vous y trompez pas, la corruption, ça coûte de l'argent. Croyez-vous que les entreprises qui sont rackettées considèrent cela comme un cadeau aux élus? Bien sûr que non. Évidemment, ces entreprises, elles répercutent le prix de la corruption, le prix de l'argent détourné, et ce sont les consommateurs ou les contribuables qui payent encore plus pour engraisser toujours les mêmes. Mais quand le peuple français sera-t-il donc assez exigeant pour mettre en œuvre le véritable coup de balai nécessaire, l'opération main propre? Mes amis, je le dis très simplement, la gauche française n'a plus rien de bon. Elle a trahi le peuple. Elle est bien plus proche des puissances d'argent qu'elle n'ose le dire. Oh, elle ne fait pas peur à la grande finance internationale, au contraire. La toute-puissance financière sait que la gauche dévoyée est devenue un de ses plus fidèles alliés. Pour la finance internationale, peu importe que ce soit la droite ou la gauche, c'est égal. La toute-puissance financière sait que la gauche, comme la droite, est à sa botte et que la gauche ne rechigne en rien à vouloir faire payer aux Français, comme la droite, des sommes exorbitantes en remboursement d'une dette indue. François Hollande l'a prouvé en allant chercher une caution à la City de Londres.
Ah, c'est sûr que ça a un peu ruiné la stratégie de Mélenchon, ça. Vous vous souvenez, il avait dit qu'il voulait se battre contre la finance internationale. On croyait que c'était avec une cuillère en bois, en fait, c'était avec une cuillère en argent. Mais François Hollande l'a également honteusement prouvé en appelant, en 2005, à voter oui à la Constitution européenne. La gauche le prouve chaque jour en défendant aux côtés de la droite, main dans la main, bras dessus, bras dessous, comme sur cette une de Paris Match au moment de la Constitution, rigolant avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, bras dessus, bras dessous. Ils défendent l'euro, bras dessus, bras dessous. La gauche le prouve en s'abstenant quand la droite fait voter le terrible mécanisme européen de stabilité qui va plonger l'Europe dans une austérité sans fin et met la France sur les rails de la Grèce. Mais comment peut-on s'abstenir sur un vote comme celui-là? Qui peut s'abstenir sur un vote comme celui-là? On est pour ou on est contre? Mais on n'est pas ni pour ni contre. Ou alors on ne mérite pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes résolument contre. Je vais vous dire, mes amis, je trouve honteux ces politiques de gauche bobos qui osent se réclamer du peuple alors qu'ils ne cessent de le poignarder dans le dos dès qu'ils en ont l'occasion. Comme ils le font dans les collectivités locales, en matraquant les contribuables, assoiffés qu'ils sont de dépenses publiques et de l'argent des Français. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même que M. Hollande, qui ose venir nous vendre le blocage du prix de l'essence, mais pour 3 mois seulement, hein. Mais ce sont les mêmes qui, dans toutes les régions françaises, ont fait voter l'augmentation de la part régionale de la TIPP, c'est-à-dire de la taxe sur le pétrole. Et ils l'ont tous voté. Le MoDem, le PS, le PC, les Verts, l'UMP. Les seuls qui ne l'ont pas voté, les seuls qui se sont opposés à ce matraquage fiscal, c'est le Front National. Mais ce qui est terrible en réalité, c'est que cette gauche a gagné la bataille idéologique dans notre pays. Cette gauche a réussi, depuis le début des années 80, à répandre son idéologie mortifère dans bien des milieux, et des milieux qu'on n'imaginait pas. Cette gauche a contaminé la droite au pouvoir, et aucun gouvernement n'a réussi à rompre avec ses dogmes et sa soi-disant bien-pensance. Je l'affirme, Sarkozy comme Jospin avant lui, et Chirac, et Mitterrand font vivre dans notre pays ce que j'appelle la dictature du malheur. Faire venir des millions d'immigrés dans notre pays pour baisser les salaires. Vouloir, en toutes circonstances, leur accorder des droits supplémentaires alors que les droits des Français, eux, ne cessent de s'affaiblir. Vouloir maintenir le droit du sol, accorder la nationalité comme on achèterait un ticket de métro. Dépénaliser les clandestins, c'est-à-dire supprimer le délit qui consiste à entrer et à se maintenir sur le territoire national. Mais pire que cela, subventionner à fonds perdus des millions et même des centaines de millions à des associations qui ne défendent plus que les minorités, quand la majorité, vous êtes complètement oubliés. Considérez l'assistanat comme un mode de vie acceptable, s'en accommoder, voire
l'encourager. Ben oui, bien sûr. C'est tellement mieux quand les gens n'ont plus de la liberté. C'est tellement mieux quand ils sont dans une situation tellement difficile qu'ils ne peuvent plus penser à penser, mais qu'ils ne doivent plus que penser à survivre. On est tellement plus fort quand on détient le pouvoir et que les autres sont pauvres, que les autres cherchent à tout prix à s'en sortir. On est tellement plus puissant quand on est un petit roitelet de région et quand le chômage de masse rend notre peuple esclave de telle ou telle aide sociale. C'est ça la dictature de la pauvreté. C'est cela qu'ils ont fait dans notre pays. Oh! Et si vous croyez qu'ils veulent la combattre, la pauvreté, vous vous trompez. Ben, ils y perdraient évidemment immédiatement leur pouvoir. S'ils se sont tous rangés à cette dictature du malheur, c'est qu'une société massivement assistée est plus facile à gouverner et accessoirement à berner. Cette gauche a distillé son venin dans les rangs de notre justice. Les socialistes ont toujours eu beaucoup plus de tolérance pour les agresseurs que pour les victimes. Et désormais, c'est toute notre justice qui fonctionne ainsi. Et nos politiques, de droite comme de gauche, ils s'y sont faits, ils n'y changent rien. Je ne supporte pas qu'on oublie dans notre pays la victime. Je ne supporte pas qu'on s'apitoie sur le sort de l'agresseur, qu'il faut toujours plus protéger et qu'on ne pense pas à la victime, à celui qui souffre et aux siens. Voyez, mes amis, aujourd'hui, les socialistes et la gauche française ont réussi à imposer une camisole de force à la pensée française. Il devient impossible de s'exprimer librement sans risquer une condamnation pour propos blasphématoires. On ne peut plus parler des problèmes que pose aux Français l'immigration, sans risquer la diabolisation et l'étiquette infamante de raciste. Et le pire, c'est que sur ce terrain, la droite n'hésite plus à emboîter le pas à cette gauche caviar qui ne connaît que les immigrés en camp photo, parce qu'eux, ils ne les voient jamais. Les socialistes sont toujours à l'affût des lois qui accompagnent l'évolution des mœurs. Ils se réclament modernes et progressistes. Vous me direz, ça ne les a pas dérangés de laisser l'Union européenne rétablir le travail de nuit des femmes. Ça, non, ça les a pas dérangés. Mais en revanche, ils emboîtent le pas à toutes les revendications. Ah, c'est spectaculaire. Puis après tout, ça coûte rien. Mais où est le débat? Y a-t-il un débat sur la légalisation du mariage homosexuel? Non, pas de débat. Si vous êtes contre, c'est qu'obligatoirement vous êtes un ringard, un crétin et un frombat. Bon. Évidemment, ça limite effectivement la discussion, c'est le moins qu'on puisse dire. On perçoit bien dans les effets d'annonce la violence des oukases, d'une classe dominante qui ne prend pas la peine d'écouter le peuple. Mais d'ailleurs, si on y réfléchit bien, c'est du Mitterrand tout craché. La gauche fait les yeux doux à l'éducation nationale. Ben, elle a raison. C'est là que se trouvait, il y a encore quelque temps, son vivier de voix. Mais comment se fait-il que dans toutes les classes de la société, y compris chez les socialistes, on soit tenté de mettre ses enfants dans les écoles privées ou contourner la carte scolaire? Bonne question. Les enseignants, ils sont-ils mieux payés? Les enseignants, ils sont-ils plus nombreux? Non, bien sûr. Bien sûr, non, c'est juste qu'à l'école privée, on accepte encore l'autorité. Et la gauche française, si elle accepte que ses enfants soient bien éduqués, si elle accepte l'autorité pour ses propres enfants, elle ne veut pas donner cela aux Français. Évidemment, eux, ils ont les moyens d'envoyer leurs rejetons à l'école alsacienne, ou comme M. Hollande contournait la carte scolaire pour envoyer les petits dans les meilleurs lycées de Paris. Mais pour tous les autres, qu'en est-il?
Je l'ai dit, nous devons combattre la dictature du malheur que cette gauche a répandue dans notre pays. En particulier, nous devons rompre avec la culture de l'assistanat et retrouver l'esprit d'entreprise, la richesse, la dignité, l'honneur du travail. Et bien évidemment, seule une économie vigoureuse sera capable de nous aider à combattre ce fléau. Si la France continue de s'enfoncer dans la misère généralisée, on n'arrivera pas à combattre l'assistanat. Et quand je vous dis qu'ils font exprès de maintenir ce qui est en fait une assistance, c'est qu'ils ne prennent aucune des mesures qui visent à changer le modèle économique qu'ils nous ont imposé et qui est à l'origine de notre appauvrissement, de notre faillite et du chômage de masse. Vous savez, en réalité, tout se joue, à mon sens, dès l'école. Il faut valoriser la différence à l'école, l'émulation. Il faut valoriser très tôt celui qui se donne, celui qui travaille bien, parce qu'il est en train de prendre le goût de l'effort et que c'est une bonne chose. Le comportement social des individus est au moins aussi important pour sa réussite que sa culture théorique. Oui, vive l'initiative, vive la responsabilité. Il faut aussi prévoir dès que possible une formation, par exemple, à l'économie pour que chacun comprenne ce qu'est la création de richesse. Avant, en France, beaucoup de nos compatriotes étaient des commerçants. Les enfants vivaient, pour beaucoup, auprès de l'économie, dans le commerce de leurs parents. Ils savaient ce que c'était. D'abord, ils savaient ce qu'était justement la valeur de l'argent. Ils savaient ce que c'était que de gérer un stock. Ils savaient ce que c'était que d'avoir des clients qui ne payaient pas. Eh bien, tout ça, voyez-vous, c'était presque une formation continue à l'économie. Et cela est en train de se perdre. Bah oui, parce que les petits commerçants sont en train d'être tués les uns après les autres par la grande distribution, les amis du pouvoir, les amis de la gauche et de la droite. Il faut revenir et promouvoir à l'école ce propos fondamental, celui qui crée une entreprise, celui qui crée de la richesse, sert la collectivité. Arrêtons de stigmatiser, oui, parce que c'est le mot à la mode, alors on l'utilise aussi comme ça. La stigmatisation. Là, on stigmatise l'entreprise et l'entrepreneur comme principale source de l'injustice sociale. Mais on voit le résultat, en France, d'un monde sans entreprise. D'un monde qui voit les entreprises mourir les unes après les autres. Je crois qu'il faut cesser de confondre la petite entreprise, la moyenne industrie, qui marche, qui essaie de se développer, souvent familiale d'ailleurs, avec les multinationales du CAC 40, qui ont dévoyé l'esprit d'entreprise au profit de la finance mondiale. Les chefs d'entreprise, les vrais, ce que j'appelle le vrai patron, n'ont rien à voir avec les grands commis des entreprises du CAC 40. Les uns travaillent dur, ils ont mis leur propre argent dans leur entreprise, ils vivent au milieu de leurs salariés. Ils sont parfois payés autant et même parfois moins. Ils ne licencient que la rage au cœur parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Et puis, ils subissent l'opprobre quand leur entreprise tombe, quand leur entreprise meurt, lorsque par malheur, ils n'ont pas réussi à la faire vivre dans des conditions de concurrence déloyale que leur ont imposées les dirigeants politiques. Mais ça n'a rien à voir avec les patrons commis. Les patrons commis, ils sortent des grandes écoles. Ils ont été cooptés, ils viennent d'ailleurs bien souvent de la vie politique. Ils ont été directeurs de cabinet d'un tel, chefs de cabinet de trucs. Et ils finissent à la tête des grandes entreprises. Mais ceux-là, ils n'ont pas mis un copec, pas un copec de leur argent personnel dans la multinationale en question. Ceux-là, ils ont pas mal au cœur quand ils effectuent des licenciements boursiers. Et lorsque la boîte a des difficultés, non seulement ils ne subissent pas l'opprobre,
mais en général, ils partent avec le parachute doré. Vous voyez bien que ce sont deux mondes différents. Eh bien, ceux-là ne sont pas nos amis. Nos amis, ce sont les vrais entrepreneurs, ce sont les vrais patrons, ce sont ceux qui ont créé de l'emploi dans notre pays et qui sont encore capables d'en créer demain, pour peu qu'on leur en donne les moyens et qu'on ne leur demande pas de courir le 100 mètres avec les mains attachées dans le dos, le bandeau sur les yeux et le boulet aux pieds. Alors oui, nous avons des principes. Nous avons des principes. Nous pensons qu'il faut valoriser l'apprentissage et sortir du collège les gosses qui ont envie de travailler et pas de s'ennuyer en cours, en général, en ennuyant aussi les autres, d'ailleurs. Nous considérons que l'entretien d'une famille est un travail à part entière, qu'élever des enfants est un travail à part entière, et c'est pour cela qu'on doit donner le choix aux femmes, ou aux hommes, d'ailleurs, qui le veulent, de pouvoir élever leurs enfants avec un salaire parental, d'avoir un statut et une retraite. Et puis, il va falloir rétablir la justice dans notre pays. Parce que il en manque, mon Dieu, comme il en manque. Il va falloir réduire le financement de l'assistance de ceux qui, voulant avoir des droits sans devoir, pénalisent par leur acte l'ensemble de la société française et tuent in fine d'ailleurs l'idée même de solidarité nationale. Moi, je trouve révoltant de voir des familles vivre confortablement sans travailler parce qu'elles sont devenues expertes en débrouille pour avoir toutes les aides sociales et gagner de l'argent sans se lever le matin. Avec l'illégalité et parfois même en s'y livrant carrément en toute impunité. Alors qu'à côté, il y a des familles où l'on travaille durement pour un maigre salaire, où l'on vit réellement le désespoir du chômage et où on a des conditions de vie à la limite du tolérable, des familles où les fins de mois commencent le 5. Je trouve scandaleux que des personnes qui vivent de la solidarité, des allocations, puissent, grâce au deal, à la drogue ou à d'autres trafics, s'en sortir plus facilement que celles qui gagnent honnêtement leur vie et ne prétendent pas à l'assistance sociale. Oh. Je comprends trop bien, mes chers amis, pourquoi nos politiques tolèrent cela depuis des années, tolèrent ces situations ubuesques sans lever le petit doigt, parce que vous l'avez bien compris, fermer les yeux, c'est en réalité obtenir la paix civile, la paix sociale. Et du coup, la France est en train de crever des profiteurs et des fraudeurs. Oh! Les fraudeurs d'en bas et les fraudeurs d'en haut, hein. Parce qu'il faudra aller les décrocher aussi. Alors, vous savez, j'ai proposé qu'on mette en place un contrôle très minutieux des trains de vie suspects. Bah oui, écoutez, moi je ne comprends pas qu'on puisse accepter dans certains quartiers ou dans certains camps de Rome de voir des allocataires sociaux, des gens qui vivent soi-disant de l'assistance, garés devant eux, des berlines, qu'un couple au SMIC, travaillant durement, ne pourra jamais espérer se payer. Alors, ça va encore déranger les belles âmes. Je m'en excuse auprès d'elles. BHL, je pense, elle va faire une crise d'acné. Mais je dis qu'il appartient aux services sociaux et fiscaux de se préoccuper enfin de ces situations. Et je veux qu'on donne à ces services
tous les moyens de lutter contre les situations abusives, et notamment en ayant la possibilité, enfin, de croiser les fichiers entre administrations. Je crois effectivement qu'il est nécessaire de créer un secrétariat d'État à la fraude sociale, parce que la fraude sociale est un véritable fléau. Mais je sais que les services de l'État ne peuvent pas tout. Alors, je vais demander que l'on mène dans les communes des enquêtes de moralité sur certaines familles aux revenus suspects pour aider à débusquer les situations d'abus ou d'illégalité. Les Français n'en peuvent plus. Les familles qui abusent des aides sociales, qui ne font pas le moindre effort pour sortir de l'assistanat, qui vivent à nos crochets, ou qui, pire encore, fraudent ou multiplient les trafics pour gagner encore plus d'argent sans effort, elles sont souvent bien connues. Et il faut bien admettre que souvent l'on retrouve leurs enfants plongés dans la délinquance. Moi, je me souviens bien, quand je me suis fait tirer dessus par un petit caïd, il y a 5 ans, à Hénin-Beaumont, tout le monde connaissait sa famille. Ils étaient tous délinquants. Tout le monde connaissait ces frères-là qui faisaient vivre la terreur dans les quartiers de la petite ville, somme toute, d'Hénin-Beaumont. Alors, il ne faut quand même pas se cacher les yeux. Si on veut vraiment trouver, il suffira de chercher. Oui, moi je me mets résolument du côté de celui qui étouffe de rage. Allez voir ainsi profiter de l'argent du contribuable, de l'argent si durement gagné et si durement versé. Les banques et la finance, qui captent indûment par le haut, eux, l'argent des Français, et les profiteurs et les fraudeurs qui l'aspirent vers le bas, eh bien, il faut sortir nos travailleurs et nos retraités de cet infernal étau. On en a marre d'être volés comme au coin d'un bois. On en a marre d'avoir le sentiment, en toutes circonstances, que l'on cherche à vous arnaquer, que l'on paye de plus en plus d'impôts et de taxes avec de moins en moins de services en face. Il suffit de regarder les feuilles d'impôts. Il suffit de regarder les feuilles d'impôts locaux. Nicolas Sarkozy accuse François Hollande d'être un drogué de l'impôt, mais qui se regarde dans une glace. 24 taxes créées en un quinquennat. Et encore, on a échappé à la taxe chips et nuts. 24. Les Français tremblent en ouvrant leurs feuilles d'imposition. Et beaucoup n'arrivent même plus à verser ce qu'on leur demande. Mais si en contrepartie, on avait mieux, si en contrepartie, on avait une école extraordinaire, avec la sécurité pour nos enfants, avec la certitude d'avoir un emploi à la sortie, si on se sentait en sécurité partout, dans les quartiers, en ville, dans les campagnes, parce qu'il y avait là des forces de police en nombre suffisant, avec des ordres, si en face on avait un hôpital qui était de plus en plus performant, des soins de mieux en mieux remboursés, si l'on avait tout cela, une justice de plus en plus rapide, de plus en plus efficace, des prisons où on puisse mettre les criminels et les délinquants qui ont été condamnés, mais je suis pratiquement sûr que nous serions bien moins nombreux à râler. Le problème, c'est que plus on paye et moins on a. Et là, il y a quand même quelque chose de problématique. Le problème, mes amis, c'est pas tellement le consentement à l'impôt. On est tous conscients qu'on doit payer des impôts pour avoir des routes, pour avoir des hôpitaux, pour avoir des écoles, pour avoir des universités,
pour avoir une justice, une police, une armée. Le problème, ce n'est pas le consentement à l'impôt, le problème, c'est le consentement à la dépense. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus, on ne comprend plus comment ils arrivent à dépenser autant d'argent avec des services qui ne cessent de descendre. Cet argent-là, il doit bien partir quelque part. Il est bien capté par quelques-uns. Alors, il y a déjà une source de captation qui est évidente. Ce sont les fameux marchés financiers à qui, en 1973, ils ont accordé le monopole pour prêter à l'État. Un chiffre, je me suis juré qu'en toutes circonstances, partout, je donnerais ce chiffre. Alors, comme moi, je tiens ma parole, à la différence d'autres. 1400 milliards d'euros d'intérêts versés depuis 1973 aux institutions financières et aux banques. 1400 milliards, alors que notre dette est de 1700 milliards. Ça veut dire qu'à euro constant, s'ils ne nous avaient pas obligés, nos dirigeants, à cette folie, à ce véritable détournement de fonds, nous aurions, au moment où nous nous parlons, 300 milliards d'euros de dettes, c'est-à-dire rien. Nous ne serions pas, comme nous le sommes, un pays au bord de la faillite, nous serions un pays où on aurait pu sauver notre système de protection sociale et où nous continuerions à vivre de mieux en mieux, alors qu'aujourd'hui, nous vivons de moins en moins bien. Alors, oui, des enquêtes de moralité, effectivement, pour voir si certains n'abusent pas, pour voir si il n'existe pas dans notre pays, par exemple, des familles polygames, où l'on multiplie les allocations familiales. Ce sont les maires, les communes, qui connaissent ces gens-là. Ce sont les maires qui connaissent les bénéficiaires du RSA qui mènent grande vie. Ce sont eux qui connaissent ces chômeurs éternels qui refusent tout travail. Ce sont eux qui connaissent les familles qui perçoivent toutes les aides liées à la scolarité de leurs enfants et qui sont incapables de les envoyer à l'heure en classe. Ce sont eux qui savent tout cela. Et c'est à eux de parler. Ces enquêtes de moralité ciblées, menées évidemment en toute humanité, permettront, je crois, aux services sociaux et éventuellement à la justice ensuite de faire leur travail plus efficacement. Et que l'on punisse les fraudeurs, que l'on coupe l'assistance à ceux qui abusent, à ceux qui ne font aucun effort. Alors vous voyez, mes amis, je vous l'ai dit, cette gauche a contaminé l'ensemble du pays avec sa culture de l'assistanat. Mais la droite au pouvoir depuis 10 ans s'est, de ce point de vue, inscrite dans une continuité parfaite. Cette droite aussi coupable que la gauche, elle est devenue la honte de la politique française. Elle est devenue la honte de la politique française parce qu'elle a perdu tout sens moral. Je l'appelle la droite des mensonges. Je l'appelle ainsi parce qu'elle s'est vautrée dans l'immoralité et dans la tromperie permanente. Je n'accepte pas ces politiques de droite qui passent leur temps à promettre le contraire de ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir. Je trouve honteux que l'on puisse ainsi maltraiter la confiance des Français en trahissant élection après élection les promesses faites au peuple de France. Alors, puisque je suis censé dire tout haut, après quelqu'un que vous connaissez tous, ce que les Français pensent tout bas, eh bien, je le dis, Nicolas Sarkozy est un menteur.
C'est un menteur qui n'a de cesse de faire croire aux Français qu'il va agir et qui, en réalité, depuis des années et des années, ne fait rien. C'est un menteur parce qu'il joue un personnage pendant l'élection tellement contraire à sa réalité profonde. Cet homme ne change pas. C'est le même depuis toujours. Il use de la manipulation et d'un concentré extraordinaire, il faut bien le dire, de cynisme et d'escroquerie électoraliste que le bon peuple appelle le culot. Vous me direz, il arrive à changer d'avis plus vite que son ombre maintenant. Même moi, j'ai du mal à suivre. Quand j'ai soulevé l'affaire très symbolique et très grave de la viande halal, alors, le lendemain, il est parti comme un dératé à Rungis pour venir dire que cette polémique n'avait aucun sens. Jusque-là, je n'étais pas très étonnée, c'est toujours la même chose. Dès que je lève un tabou, on commence par dire « elle a tort, n'importe quoi ». Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Et puis juste après, on s'aperçoit qu'en fait j'ai raison et on propose en général les mêmes solutions que moi sans les appliquer. Donc je connais ça par cœur. Alors, comme un dératé à Rungis, il nous a expliqué qu'il fallait absolument étiqueter la viande, que c'était une priorité absolue. 4 jours après avoir dit qu'il fallait tout étiqueter et que c'était une priorité absolue, il est allé rencontrer M. Boubaker, à qui il a dit « bon allez, on arrête tout, on oublie tout, on parle plus de ça ». Au moins, si certains Français conservaient encore, je ne sais pas, une once d'espoir, quelques optimistes, eh bien, dans cette affaire, ils ont pu voir qui est le vrai Nicolas Sarkozy. Celui qui, contrairement à ses propos, vous avez raison, ne changera jamais. Vous avez vu que il est devenu subitement, après avoir été quand même le président des riches pendant 5 ans, il est subitement devenu le président du peuple. Là, j'avoue qu'on en a tous souri quand même. C'est pas souvent en politique qu'on sourit. Alors, lui qui a quand même réussi à ne tenir aucune promesse. En tout cas, aucune de celles qu'il nous a faites, parce que celles qu'il a faites à ses copains du CAC 40, il les a plutôt bien tenues. Mais celle qu'il a faite au peuple, il n'en a tenu aucune. Eh bien, il refait les mêmes promesses. Mais mot à mot, avec la virgule au même endroit, les mêmes mots, les mêmes intonations, cette même fausse conviction. Lui, il a mis des puissants fin à la colère contre le système. Il est devenu un candidat anti-système. Il est candidat contre lui-même. C'est fort quand même. Il arrive à faire en même temps la majorité et l'opposition. Ça, c'est même plus de l'hyperprésidence, c'est de la schizophrénie. Là, dernièrement, il a, lui, parce qu'on n'oubliera jamais quand même, nous avons un peu de mémoire, qui a trahi le non au référendum de 2005, qui a fait voter les traités iniques sous la pression d'Angela Merkel, voudrait nous faire croire aujourd'hui que, ça y est, il a compris. L'Europe, ça y est, il a compris, il faut du protectionnisme. Mais pendant 5 ans, il a honni toute forme de protectionnisme. Et brutalement, il aurait découvert qu'il était nécessaire d'avoir une Europe protectionniste. Mais il n'y aura jamais d'Europe protectionniste. Parce que tous ceux qui dirigent l'Europe, parce que la Troïka qui a pris le pouvoir, FMI,
BCE, Commission européenne, sont des adversaires des nations et des adversaires des protections que peuvent se créer les nations. Qui peut croire, mes chers amis, qui peut croire qu'après avoir réussi à faire monter le nombre des immigrés légaux, les illégaux, on ne veut même pas les compter, à 203 000 par an, 74% de plus qu'en 2000 sous Jospin, aujourd'hui il vient nous dire qu'il va diviser par 2 le nombre d'étrangers légaux qui rentrent chaque année dans notre pays. Vous me direz, comme il en a fait entrer 1 million en 5 ans, pour un peu que pour une fois, il respecte sa promesse, ce qu'évidemment il ne ferait pas, ça ferait quand même 1,5 million en 10 ans, c'est quand même considérable. Mais il y a encore des gens pour croire à cela. Il y a encore des gens qui vont croire que Nicolas Sarkozy est capable de réduire l'immigration dans notre pays. Mais moi, prend-il à ce point les Français pour des naïfs? Quand les journalistes me disent, mais vous savez, Nicolas Sarkozy est en train de mettre en place la même stratégie qu'en 2007 et il est en train de multiplier les promesses pour pouvoir avoir l'oreille de votre électorat, je réponds en règle générale, il n'y a quand même qu'une seule personne en un siècle qui a réussi à vendre 2 fois la Tour Eiffel. C'est le plus grand escroc que l'on ait connu. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy arrive à faire aussi bien. Mais croit-il que, je ne sais pas, que les Français ont hiberné ces 5 dernières années, que tout le monde a vécu dans des grottes et n'a ni vu ni entendu ce qu'il a pu faire pendant 5 ans? Les Français méritent mieux que cela. Les Français sont dignes de respect. Il n'y a, mes chers amis, que les journalistes de connivence, les médias englués dans la collusion avec un pouvoir à bout de souffle, un pouvoir violent et compromettant pour croire et essayer de faire croire à ces fariboles. C'est bien parce que les amis de M. Sarkozy détiennent les principaux groupes de presse que cette vérité, cette information majeure n'éclate pas. Cette vérité n'est pas dite sur les ondes, mais je suis persuadé qu'elle fait tout de même son chemin dans le cœur des Français. Et en tout cas, moi, je suis là pour la dire. Mais en réalité, vous voyez, Nicolas Sarkozy est le symbole de la dérive de notre société. Il incarne, c'est vrai, ce que je combats de toute mon âme. Il considère que tout est bon pour y arriver. Que la fin, F-I-N, pas F-A-I-M, justifie tous les moyens. Qu'après tout, c'est le règne un peu de la débrouillardise. Plus on est sur la ligne jaune, pas vu, pas pris. L'important, c'est d'y arriver. L'important, c'est de se faire élire. Eh bien non. Moi, je ne le crois pas. Non, arriver ou se maintenir au pouvoir n'autorise pas toutes les tromperies. Non, il y a encore en politique une moralité que moi je veux défendre. Moi, j'ai une conception de la politique qui tranche avec ses mauvaises habitudes. J'ai le sentiment que depuis des décennies maintenant, depuis que je suis toute petite, j'ai vu arriver au pouvoir des gens qui sont arrivés par le mensonge. Pas une fois, pas une seule fois, je n'ai vu quelqu'un être élu et faire ce qu'il avait promis de faire.
pour se faire élire. Et j'ai le sentiment que le peuple français a renoncé à s'indigner de cette situation. Il n'est pas normal de vous faire des promesses et de ne pas les tenir. Il n'est pas normal de faire l'inverse quand on est élu de ce qu'on s'est engagé à faire pour se faire élire. Gardez cette capacité d'indignation. Ne considérez pas ça comme normal. Considérez ça comme normal, c'est déjà le début de la fin. Ça veut dire qu'il n'y a donc plus aucune morale dans notre pays. Ça veut dire qu'on considère que ceux qui nous dirigent ont les droits de se comporter comme des menteurs, comme des voyous. Eh bien, moi, je ne me reconnais pas dans ces politiques. Je ne me reconnais pas dans ceux qui utilisent leur amitié et leur relais médiatique pour vendre à tout prix leur salade aux Français. Je ne me reconnais pas dans ces politiques qui sont prêts à toutes les manipulations pour qu'on oublie leur sordide bilan. Je suis à l'inverse la candidate de la sincérité. Je suis la candidate de la cohérence. Je suis la candidate qui dit la vérité aux Français. Toute la vérité, sans phare et sans arrière-pensée. Je veux, mes amis, je veux le retour de l'honnêteté en politique. Je veux mettre un terme à l'immoralité qui est devenue un véritable mode de gouvernement dans notre pays. Et je rejette ces politiques qui méprisent à ce point le peuple. Je pense qu'on ne fera rien de bon dans notre pays sans droiture. Je pense que rien n'est possible si l'on continue de mettre des gens sans conviction réelle au pouvoir. J'ai ces convictions profondément ancrées en moi. Je ne veux les imposer à personne, mais je les dis très simplement. Et je suis persuadée que les Français savent faire la part des choses entre les menteurs et ceux qui disent ce qu'ils pensent. J'ai des convictions fortes et notamment sur l'école. Pourquoi je parle beaucoup d'école? Parce que normalement, ce sont les plus faibles qu'on est censé protéger et ce sont ceux qu'on sacrifie le plus facilement, nos enfants. Des générations entières ont été sacrifiées. Moi, je suis mère de 3 enfants scolarisés, comme moi d'ailleurs, dans le public, comme je l'ai été. Et je connais bien les problèmes de l'école. L'école est un lieu d'exigence et de savoir. Et le nivellement par le bas m'est parfaitement insupportable. Et jamais je n'accepterai que les meilleurs soient ralentis par l'affaissement généralisé des exigences à l'égard de tous. Il n'y a aucune honte à réussir. Au contraire, nous souhaitons tous pour nos enfants le meilleur. Et tous, nous valorisons la réussite par rapport à l'échec. Notre société ne valorise pas assez ceux qui essaient, ceux qui se dépassent, ceux qui vont plus haut qu'eux-mêmes. Quoi de plus merveilleux que le fils ou la fille d'ouvrier, petit-fils ou petite-fille d'agriculteur qui accède aux meilleures filières, à l'excellence? Faut-il le brimer? De quel droit devrait-on le freiner? Les prix et les récompenses à l'école ont presque disparu. Mais pour quelle raison? Faut-il punir le bon sous prétexte qu'il sortirait du lot? Eh bien, ce n'est pas ma vision des choses. Une France qui gagne, c'est une France qui encourage les meilleurs. Une France aussi qui promeut le talent et le travail. Et je veux une France qui gagne. Je veux que la France sorte du sombre pessimisme dans lequel des décennies de politique dépressive l'ont plongée, qu'elle trouve un nouvel éclat, une nouvelle jeunesse. La France, mes amis, doit être riante, joyeuse, audacieuse, combative et belle.
C'est ça la France que nous aimons. Alors, si les parents angoissent en laissant leurs enfants à l'école publique, ben c'est parce qu'ils savent bien que bien souvent on n'y apprend plus correctement et qu'on n'y est plus cadré, ni même parfois suivi. L'école privée, je ne la combats pas le moins du monde. Je sais qu'on y apprend des valeurs qui ont largement déserté le reste de la société, qu'on y trouve même parfois une certaine forme de spiritualité qui manque. Mais je sais aussi que beaucoup de pères et de mères choisissent le privé parce qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant et parce qu'ils trouvent encore la discipline et l'ordre qu'ils ne trouvent plus, hélas, dans l'enseignement public. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en ce qui me concerne, je ne me résignerai jamais à l'affaiblissement de l'école de la République. Je veux qu'au frontispice de l'école publique, les mots de discipline, de valeur, de mérite et d'effort aient toute leur place. L'école garantit l'égalité des chances quand elle permet à nos enfants d'être stimulés intellectuellement, d'être poussés jusqu'au meilleur d'eux-mêmes. Lorsque les maîtres jouissent d'une autorité incontestable et d'un statut rehaussé dans la société. Parce que vous allez me dire à quoi bon recruter 60 000 professeurs de plus si c'est 60 000 professeurs dépressifs de plus. Alors c'est vrai, il faut stopper cette règle du 1 sur 2 dans l'enseignement, c'est une évidence. Mais il faut aussi et surtout relever l'école publique. Il faut mettre l'effort sur l'école maternelle et l'école primaire. Pourquoi? Parce que c'est là que sont transmis les piliers, la colonne vertébrale qui permet à nos enfants de grandir droit. Je l'ai dit, je ferai de l'école primaire ma priorité. J'y concentrerai les moyens d'enseignement sur les savoirs fondamentaux qui ne sont plus maîtrisés. Je suis désolée d'être obligée de le dire, mais c'est une réalité. Les mathématiques et notre langue nationale, le français. Année après année, le niveau des élèves qui entrent en 6e baisse. Et la maîtrise du français n'est plus correctement assurée. Alors, stop à la dispersion sur l'inutile et le superflu. Revenons aux évidences que les parents, eux, ont gardées d'ailleurs à l'esprit. L'école primaire doit avoir un responsable, et ce sera le directeur d'école à qui je donnerai enfin un vrai statut hiérarchique. Je m'élèverai contre la réforme envisagée du baccalauréat. Vous savez, ça vise, sous des prétextes insincères d'ailleurs, à mettre en place le contrôle continu. Mais le contrôle continu, c'est l'inégalité entre les établissements. C'est rompre avec la justice que représente l'examen et le concours. C'est un moyen, en fait, sans le dire, de tuer le baccalauréat. Cette exception française qu'il faudrait absolument faire disparaître, peut-être parce qu'en réalité, c'est une exception trop française. Au contraire, je veux et je ferai un baccalauréat beaucoup plus exigeant. Ce ne seront peut-être plus 86% des élèves qui le décrocheront, mais il retrouvera une vraie valeur et valorisera de nouveau l'intelligence et l'effort. Et puis, comme je vous l'ai dit, je crois au travail manuel. Et je ne veux pas que nos enfants soient condamnés à végéter dans des études pas faites pour eux. Le collège unique est un échec. Alors, si c'est un échec, on ne le conservera pas. Et puis, je vais vous dire, mes amis, les filières manuelles seront d'autant plus remises à l'honneur que la France aura besoin de puiser dans ses savoir-faire les plus anciens et les plus modernes pour assurer son redressement industriel. Il y a un génie artisanal et ouvrier français. Nous, mes chers amis, nous ne l'avons pas oublié. Oui, l'école de la République, c'est bien l'école de la France. Et si c'est l'école de la France, je ne vois pas pourquoi les politiques de gauche et de droite, peu à peu, y ont effacé l'apprentissage de l'histoire de France. Oh, que la gauche n'aime pas l'histoire, on le sait. Mais que Nicolas Sarkozy leur ait emboîté le pas, avec un zèle aussi marqué, est objectivement inadmissible.
Je remettrai au centre des enseignements, au collège et au lycée, l'histoire de notre pays, l'histoire de ses grands rois, l'histoire de ses héros, l'histoire de ses bâtisseurs. Oui, l'apprentissage de Clovis, Napoléon, Henri IV, plutôt que l'histoire du Mali ou du Monomotapa. Je vous signale d'ailleurs que je considère que la récente suppression de l'histoire en terminale S est une hérésie. Alors je remettrai l'histoire obligatoire en terminale S. Parce que les terminales S aussi, ils doivent savoir d'où ils viennent. Eh oui, mes chers compatriotes, j'aime trop la France, comme vous, pour accepter que mes enfants ne puissent plus en connaître les vicissitudes de l'histoire. Je crois trop en notre avenir, pour accepter que notre glorieux passé soit effacé d'un simple trait de plume ministériel. Vous savez, nous ne sommes pas plus bêtes ou moins capables qu'avant. C'en est fini de rabaisser en permanence l'école, de remplacer le travail par le jeu, de substituer l'animateur au professeur. L'école n'est pas un lieu de vie, elle est un sanctuaire, un lieu de travail. Et la note y a toute sa place, en dépit des jérémiades, des 68 arts et des bobos attardés. J'ai l'impression que ça va sans dire, mais avec ceux qui nous dirigent, ça va quand même mieux en le disant. À l'école, on apprend le français. On maîtrise le calcul. On ne tutoie pas le professeur. On se lève quand il entre en classe. On apprend l'histoire sur des frises. On connaît sa géographie et on chante la Marseillaise. Les drapeaux que vous agitez, eh bien, on les remettra au fronton de nos écoles. Parce que jamais, jamais, au grand jamais, nous ne devons avoir honte de nos couleurs. Je suis une mère comme les autres. Et toutes les autres mères veulent pour leurs enfants la même chose que moi. C'est le chemin que je dessine pour notre école. Et puis devant les établissements scolaires, partout d'ailleurs dans notre pays, je veux aussi la tranquillité pour les passants et pour nos enfants. Nous sommes tous des grands-parents, des parents, peut-être des futurs parents, des frères, des sœurs. Et tous, le racket nous inquiète, le racket nous révolte. Les violences prospèrent et l'impunité est trop souvent la norme. Là aussi, la France a besoin d'être remise sur le droit chemin, après des années et des décennies de dérives laxistes. La gauche n'aime pas l'ordre, on le sait bien. Et demain encore, elle trouvera toutes les excuses possibles pour le voyou. À ses yeux, la victime vaudra toujours moins que le délinquant, parce que la victime, elle n'a pas de circonstances atténuantes.
Mais la droite aussi a trahi, mes amis. Et de quelle façon? Les politiques de gauche et de droite ont abandonné les Français, livrés aux bandes, aux crapules et aux barbares. La vieille dame qu'on jette par terre et à qui on vole son sac, qui s'en occupe? La gauche? La droite? Personne. Nos enfants qu'on tabasse et qu'on dépouille à la sortie des lycées, qui s'y intéresse? La gauche, la droite? Nos commerçants braqués, nos artisans attaqués, nos professeurs molestés, poignardés, mais est-ce digne d'un pays comme la France? Que les hommes politiques de gauche et de droite aillent un soir aux urgences hospitalières de n'importe quel hôpital, encombré par toute la misère et toutes les violences du monde, et ils comprendront l'immense souffrance qu'ils imposent au peuple de France. Comment expliquer tant de reculades? Une gauche qui passe sa vie à trouver des excuses aux plus violents et une droite qui occupe ses meetings à promettre et à mentir. Eh bien, c'est le règne de l'abandon des valeurs et du cynisme électoraliste. C'est l'aboutissement désolant d'une descente aux enfers à laquelle tous nous ont conduits. Je remettrai la France sur son chemin de tranquillité, d'ordre et de sécurité. Je veux une France qui protège les plus faibles, une loi qui punisse les abus, une justice qui fasse respecter et appliquer les peines. Comme je l'ai réclamé depuis des mois, les remises automatiques de peine seront supprimées parce que je n'aime pas quand la justice devient l'injustice. 20 ans de prison, ce n'est pas 12 ans de prison, c'est 20 ans de prison. Faudra revoir la formation des juges et l'École nationale de la magistrature. Il faudra qu'elle soit remplacée par une filière universitaire des carrières judiciaires, d'ailleurs. Tiens, une formation commune aux avocats et aux magistrats, proposant d'ailleurs une spécialisation en fin de cursus. Au cours de cette formation, les élèves devront réaliser une série de stages en lien permanent avec le monde judiciaire et le monde carcéral, multipliant les passerelles entre les différents métiers du droit, parce que un juge aussi, ça doit connaître le terrain, parce qu'il doit échapper à l'idéologie et simplement dire le droit sans faiblesse ni dogmatisme. Et puis, mes amis, face à cette gauche, assimilable sur ce sujet-là aussi à la droite, et qui ne voit dans la France qu'un morceau de l'Europe, je serai le défenseur intransigeant de la patrie. Aux héritiers de François Mitterrand, qui reconnaissent du bout des lèvres que la France est notre patrie, mais qui ajoutent avec force que l'Europe serait notre avenir, je réponds, la France est notre patrie, la France est notre avenir. J'ai confiance en la France et en son peuple. J'ai rejeté il y a 20 ans le traité de Maastricht proposé par la gauche et François Mitterrand. C'est ce traité qui a créé l'euro, monnaie unique. C'est ce traité qui a instauré la souveraineté limitée du peuple français. C'est ce traité qui détruit nos services publics. C'est ce traité qui contraint tellement la zone euro qu'elle est la région du monde qui connaît le plus faible taux de croissance depuis 10 ans. J'ai confiance en la France et en son peuple. J'ai rejeté il y a 7 ans la Constitution européenne, soutenue par la gauche et François Hollande. C'est cette Constitution qui nous a été imposée en contrebande par le Congrès du 4 février 2008 avec le concours massif des parlementaires socialistes. C'est bien leur constitution honteuse qui, avec sa concurrence libre et non faussée, provoque désindustrialisation et chômage. C'est elle qui est en train d'avoir à la peau de nos agriculteurs, de nos producteurs de lait, de nos pêcheurs. Écoutez-les,
Écoutez-les, bon sang, c'est eux qui vivent les conséquences de cette Europe destructrice. Écoutez-les! Ils vous le crient sur tous les tons depuis des années. Ils me l'ont dit encore cet après-midi. Cette Union européenne est en train de nous tuer à petit feu. Mais pourquoi n'entendent-ils pas cela? Si ce n'est parce qu'ils ont à l'égard de l'Union européenne une admiration quasi religieuse. Être contre l'Union européenne, dénoncer les méfaits de l'euro, mais mon Dieu, c'est être blasphème. Et c'est limite s'ils ne nous brûleraient pas, s'ils le pouvaient d'ailleurs. D'avoir osé. Oser quoi? Dire la vérité? Oser porter la parole des ouvriers mis au chômage par les délocalisations? Des pêcheurs dont un avait quasiment les larmes aux yeux cet après-midi en nous expliquant leur situation? Des exploitations agricoles familiales qui disparaissent à une vitesse horrifiante. C'est ça, pour dire la vérité, cette vérité-là que ceux qui nous gouvernent ne veulent pas entendre. Eh bien, nous la crierons, cette vérité, autant de fois et aussi fort qu'il est nécessaire pour qu'enfin ils entendent la souffrance du peuple français. Alors, c'est vrai que pour supporter la gauche dans toutes les régions, on n'a pas bien envie... Si, on a le choix. De supporter la gauche de François Hollande. La gauche de François Hollande, faut pas s'y tromper quand même, hein. C'est la gauche du FMI de Dominique Strauss-Kahn. La gauche de François Hollande, c'est la gauche de l'OMC de Pascal Lamy. La gauche de François Hollande, c'est encore et toujours la gauche européiste de Jacques Delors. Et puis, il y a aussi tout ce boboïstan arrogant, avec sa figure de proue, Jack Lang. Et puis, il y a encore Martine Aubry et son communautarisme. Et ces piscines où les hommes et les femmes ne peuvent pas nager dans la même eau. Oh, bien sûr, bien sûr. Oh, il y a quelques vieux hiérarques repeints en jeunes poulains pour l'élection, quelques manieurs de l'insulte et de l'invective, quelques leurres au langage archaïque. Mais ceux-là, ils ne sont là que pour donner le change, pour tenter de capter des voix en vue de les apporter servilement au second tour à M. Hollande, en contrepartie d'un petit ministère, un de plus. Tous sont unis en réalité dans un même projet. Casser la France dans l'Europe au nom de leur fascination pour la mondialisation sans frontières. Le projet de François Hollande est toujours moins de France, pour toujours plus d'Union européenne. Face à cette gauche qui n'aime pas la France, je rassemblerai tous les patriotes d'où qu'ils viennent, y compris s'ils viennent d'une gauche qui n'a pas oublié Jaurès. La patrie est le bien de tous ceux qui n'en ont pas ou n'en ont plus. La patrie est le bien commun du peuple, de tout le peuple, et la France a besoin de tous ses enfants. Tous les autres ont renoncé, tous ont abdiqué devant ces dictatures que j'évoque, dictature de la finance, dictature de l'Europe, dictature des minorités, dictature du malheur. Ils ont tous renoncé. On nous dit toujours que plus rien n'est possible dans ce pays, qu'on ne peut plus rien changer. Mais on peut et on doit remettre la France dans le droit chemin. On le peut. On le
peut, mes amis, si on le veut vraiment. On peut remettre la France debout. Ce n'est pas un retour en arrière, mais c'est le juste retour de la morale politique. C'est le juste retour de la volonté politique. C'est le juste retour au bon sens. C'est le juste retour à ce chemin de grandeur et de fierté que la France n'aurait jamais dû quitter. C'est le juste retour à une destinée glorieuse et fraternelle. C'est le juste retour au progrès. C'est le juste retour dans le concert des nations. Je dis que dans le monde, la plupart des nations avancent. Je dis qu'elles ont toutes leurs problèmes, qu'elles ont toutes leurs difficultés, mais qu'aucune ne s'est autant fourvoyée que la France sur le chemin de l'errance. Un pays dirigé par des hommes ivres, ivres de pouvoir, et donc un pays qui titube, perdu, déboussolé, qui a perdu le chemin. Avec moi, chers amis, retrouvons le chemin de la France. Rendons aux Français leur espérance. N'oublions jamais, jamais d'où nous venons. Soyons fiers du legs magnifique de nos ancêtres, bâtisseurs de notre nation. Acceptons notre histoire dans sa globalité. Ne nous éternisons pas sur les erreurs du passé et avançons sûrs de nous. Faisons fi des messages de désespérance, des messages de renoncement. Croyons en nous. Je vous y appelle de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous y appelle et je vous demande de porter ce message. Remettons tous ensemble la France dans le droit chemin. Vive la République, mes amis! Vive la France!